Fidèle au poste, mesdames et messieurs, c'est dimanche et dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir Dieudonné Mwenze, communicateur du FCC et porte-parole de l'ancien candidat à la présidence de la République, Ramazani Ishadari. Avec lui, nous allons décortiquer, analyser le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous retrouver, Dieudonné. Bonsoir, de vous accueillir chez nous. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Communicateur du FCC, et beaucoup de gens nous disent de vous poser cette question. Le FCC, on dit que c'était une plateforme électorale. Et est-ce vrai d'abord? Parce que légalement, vous n'avez aucune assise, selon une certaine opinion, et ce n'était qu'une plateforme électorale créée pour les élections. Comment ça se passe aujourd'hui? Madame, le FCC, comme vous le dites, n'était pas, mais il est encore jusqu'à aujourd'hui, une méga plateforme électorale. Parce que le processus électoral continue encore. Hein, vous savez que nous avons eu 3 scrutins combinés le 30 décembre 2018, mais nous avons encore des élections qui suivent. Vous avez les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, les élections de sénateurs, mais bientôt ça sera les élections au niveau des mairies, des communes, des chefferies et secteurs. Donc c'est encore une plateforme qui existe. Et je peux vous rassurer que cette plateforme existe légalement puisque nous avons un acte constitutif de... Mais à l'Assemblée nationale, on parle du FCC. À l'Assemblée nationale, on parle de quoi? Oui, on parle du FCC madame, à l'Assemblée nationale, on parlera également du FCC. On parlera du FCC dans ce sens qu'il s'agit de cette plateforme qui a des députés nationaux qui ont été élus, et d'ailleurs on parle déjà d'environ 350 sur les 480 et quelque chose qui sont d'abord élus jusque-là, en dehors des entités qui n'ont pas connu des élections. Mais nous avons cette plateforme, mais il faut avouer que cette plateforme n'a pas été reconnue par la CENI, et ça c'est sur le plan légal, pour dire que nous n'avons pas, au niveau du FCC, présenté des candidats aux dernières élections. C'est-à-dire que, comme plateforme, nous organisons les partis politiques et les regroupements politiques, et ce sont ces regroupements politiques qui ont présenté des candidats aux différents niveaux. Le FCC en soi n'avait pas... Et le FCC en soi n'a pas eu... C'est un peu comme d'autres plateformes. Vous avez entendu, par exemple, parler du cash. Le cash, comme tel, n'a pas présenté des candidats. Mais les candidats qui sont présentés par l'UNC et qui sont présentés par l'UDPS Tshisekedi constituent les candidats du cash. Donc, au FCC, c'est la même logique. Voilà. Donc nous sommes là et nous existons. Le FCC existe bel et bien. Voilà, nous prenons le premier condensé, mesdames et messieurs. Nous allons d'abord à l'est de la République. En tout cas, nous compatissons avec les familles qui ont perdu le leur. Ça continue toujours. Les massacres à l'est de la République, ça a été encore des images très très fortes que nous avons vues cette semaine. Et nous avons tendu notre micro au Quinois pour qu'il nous parle un peu de cette querelle en politique. Il y en a beaucoup qui disent qu'on doit vraiment cesser, il doit y avoir une trêve parce que le nouveau président est déjà là, on doit commencer à travailler, on doit relever l'économie de la RDC, alors on doit vraiment faire une trêve avec les querelles politiques. Premier condensé, s'il vous plaît. C'est aux environs de 20 h, heure locale, que des hommes armés non identifiés ont fait incursion à Rouangoma, un quartier de la commune de Beu situé dans la périphérie de la ville d'Ebeni. Selon des sources militaires, les assaillants ont contourné toutes les positions des FARDC avant de s'infiltrer dans ce quartier. Ils ont attaqué les civils, tuant 4 d'entre eux. Ces assaillants ont également kidnappé d'autres civils et pillé quelques habitations avant de s'enfuir. L'identité exacte des auteurs de l'attaque de Rouangoma n'est pas encore connue car depuis quelques jours, les FARDC font face aux groupes armés ADF et Mai Mai dans la région de Beni. D'autres sources sécuritaires précisent que les assaillants étaient accompagnés de femmes et enfants, ce qui ressemblerait au mode opératoire de rebelles ADF. Jusque ce vendredi matin, les détonations d'armes lourdes et légères étaient encore entendues dans les périphéries de Rouangoma. Du côté des FARDC, l'on parle d'une opération de poursuite des assaillants. Finalité, neutraliser toutes les forces négatives opérant sur le sol congolais, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo.
C'est aux environs de 20 heures, heure locale, que des hommes armés non identifiés ont fait incursion à Rouangoma, un quartier de la commune de Beu situé dans la périphérie de la ville d'Ebeni. Selon des sources militaires, les assaillants ont contourné toutes les positions des FARDC avant de s'infiltrer dans ce quartier. Ils ont attaqué les civils, tuant 4 d'entre eux. Ces assaillants ont également kidnappé d'autres civils et pillé quelques habitations avant de s'enfuir. L'identité exacte des auteurs de l'attaque de Rouangoma n'est pas encore connue car depuis quelques jours, les FARDC font face aux groupes armés ADF et Mai Mai dans la région de Beni. D'autres sources sécuritaires précisent que les assaillants étaient accompagnés de femmes et enfants, ce qui ressemblerait au mode opératoire de rebelles ADF. Jusque ce vendredi matin, les détonations d'armes lourdes et légères étaient encore entendues dans les périphéries de Rouangoma. Du côté des FARDC, l'on parle d'une opération de poursuite des assaillants. Finalité, neutraliser toutes les forces négatives opérant sur le sol congolais, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Dieudonné Mwende, ça continue les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Nous réitérons encore vraiment nos condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu les leurs. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a eu changement de régime. On a un nouveau président. Mais comment ça continue? Madame, laissez-moi d'abord compatir avec tous nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays, notamment dans la localité de Rouangoma, et qui ont été victimes encore une fois des assassinats macabres des ennemis de la paix en République démocratique du Congo. La question telle que vous la posez, c'est une question fondamentale et nous l'avions toujours dit autrefois. Changement de régime, oui, mais il y a des gens qui pensaient que ces massacres sont liés au régime. De Kabila à l'époque. Oui, de Kabila. Et nous l'avons toujours dit autrefois que ce n'est pas l'affaire de la personne Kabila. Puisque vous allez changer la personne Kabila, mais vous n'aurez pas instauré la paix à l'est du pays. Donc la dimension de cette insécurité à l'est du pays va au-delà de nos régimes internes. Je crois qu'il faut que l'opinion comprenne que maintenant, Kabila n'est plus, mais les massacres continuent. Ça veut dire que c'est une preuve par 9 que l'affaire n'était pas liée à la personne de Kabila, contrairement à tout ce que nous avions entendu. Donc nous sommes là devant un défi, pratiquement une poudrière à l'Est, qui nous oblige, nous en tant que Congolais, patriotes congolais, de pouvoir se souder, mettre en synergie les efforts ensemble et chercher comment il faut ramener la paix à l'Est du pays. Nous avons des convoitises, et ça, je crois que vous connaissez. Le président l'a dit à Addis Abeba, d'ailleurs. Oui, le président l'a dit d'ailleurs à ce 32e sommet d'Addis Abeba, de l'UA, de l'Union africaine. Donc, nous sommes là devant pratiquement des défis majeurs sécuritaires qu'il faut relever. Et l'actuel président de la République, Antoine Félix Tshilombo, que je félicite en passant comme président de la République, qui a été élu, avec l'alternance que nous attendions dans ce pays, et il a pratiquement les défis sécuritaires à l'est du pays qu'il faut relever. Ces défis, ça passe par tout ce qu'il y a comme des groupes armés à l'est du pays. Tout ce qu'il y a comme des velléités, des convoitises de nos richesses. Puisque pratiquement c'est ça que nous avons comme problème à l'est du pays. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent partager comme ça sous les richesses de la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui pensent aussi que pour amener la paix chez eux, il faut nécessairement semer la guerre chez nous. Puisqu'à l'est, lorsque l'on nous parle de cette guerre asymétrique, puisque les FARDC généralement sont contournés, nous sommes à 20 heures, ils ne peuvent rien faire, puisqu'il ne s'agit pas d'une guerre universelle classique connue de tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'on nous parle de rebelles des ADF Nalu, de l'Ouganda, on nous parle d'autres groupes armés, mais il faut mettre fin à ça et la communauté internationale doit nous aider. Puisqu'en principe, on nous chante toujours cette histoire d'assistance de personnes en danger, puisque à l'Ouganda ou au Rwanda... cette théorie des impérialistes qui doivent nous aider. Généralement, quand ça arrive pour nos voisins, on oblige la RDC de secourir. Mais quand ça arrive à la RDC, les gens ne sont plus prompts de la même manière d'obliger les voisins pour aussi agir. Puisqu'en principe, chez nous, et même jusqu'à aujourd'hui, on dit toujours attention avec la RDC, ça peut créer l'instabilité dans la région des Grands Lacs, mais on oublie qu'il y a aussi d'autres
qui agissent dans le sens de créer la même insécurité dans la région des Grands Lacs et notamment en République démocratique. Pourquoi on ne peut pas favoriser la paix en Ouganda, au Rwanda, au Burundi pour permettre à ce qu'en République démocratique du Congo, on sorte. Mais le président Fachi avait promis pendant sa campagne qu'il allait établir son QG à Béni à l'époque ou à Goma à l'est de la République. Ça fait déjà plus d'un mois qu'il est président de la République, il a prêté serment et tout ça. Et un internaute d'ailleurs de l'est de la République m'a dit de vous poser cette question. La campagne est finie et ce sont que des promesses des campagnes. Est-ce que le président Félix les a déjà oubliées et tout ça? Quand est-ce qu'il ira là-bas? Parce que les massacres continuent. Non, je crois qu'il trouvera un temps pour y aller. Je vais parler comme analyste politique, pas comme porte-parole du président Félix Tshisekedi. Je n'en ai pas qualité d'ailleurs. Mais comme analyste, je constate simplement qu'il s'agit de promesses, de bonnes intentions qui ont été faites pendant la campagne. Tout autre candidat pouvait faire la même chose. Et d'ailleurs, je me rappelle que le candidat que moi j'ai porté a fait la même promesse. Ce sont des bonnes intentions. Ce n'est pas mal pour un candidat président de la République. Mais dire qu'il va ériger son QG à l'Est, c'est aussi une bonne intention. Mais il faut comprendre que quelques mois ou quelques semaines après l'accession au pouvoir, on ne se réveille pas comme ça pour aller installer son QG à l'Est du pays. Je crois qu'il y a d'abord des défis majeurs au niveau d'ici. C'est-à-dire qu'il faut d'abord stabiliser l'institution même président de la République. Jusque-là, vous savez que c'est une institution apparemment qui n'a pas encore le moyen de sa politique, une institution qui n'est pas encore étoffée convenablement, mais il y a aussi le gouvernement sur lequel le président doit s'asseoir, puisque comme vous connaissez, c'est le chef du gouvernement qui en principe est responsable devant le Parlement, qui est la représentation nationale. Donc je crois qu'il y a encore un certain nombre de préalables qu'il faut que le président Félix Tshisekedi puisse accomplir pour qu'il puisse commencer peut-être à réaliser, c'est l'espoir que nous avons, à réaliser ces promesses par rapport à cette population. Vous êtes du FCC, j'aimerais que vous me répondiez assez froidement aussi. Cette coalition FCC-CACH, ça existe? Madame, j'entends parler de cette coalition. Quelqu'un m'a même parlé d'un accord qui existerait. Exactement. Est-ce que cet accord existerait? Je suis porte-parole de la majorité présidentielle FCC. Je vous dis sincèrement qu'à ma connaissance, je ne connais pas qu'il existe, qu'il puisse exister un accord. Je parle bien d'un accord, c'est-à-dire un acte matériel de droit qui existerait entre le CACH et le FCC. Nous devons nous dire des choses clairement. Mais il s'est fait que dernièrement avec les actuelles élections. Mais le président lui-même l'a dit, il y a eu des discussions après oui, des discussions ne sont pas encore à bord. Je ne nie pas, il doit y avoir des discussions. Nous sommes en politique. Et la configuration actuelle, madame, impose que le FCC et le CACH soient en partenariat politique. Coalition ou cohabitation? Ça peut être une coalition ou une cohabitation, puisqu'en principe, lorsque l'on parle de la coalition, ça suppose une cohabitation. On ne peut pas être dans une coalition lorsque l'on ne cohabite pas. Mais on peut cohabiter sans coalition. Ce sont des choses qui peuvent exister politiquement. Donc, le CACH a l'obligation en principe, c'est ce que j'ai dit, je ne le dis pas puisque je suis du FCC, c'est une réalité politique. Le CACH a l'obligation d'aller vers le FCC pour tisser ce partenariat politique afin de pouvoir prétendre demain relever les défis qui sont les siens et pouvoir diriger réellement ce pays. Puisqu'ils n'ont gagné que le président de la République et pas le Parlement. C'est d'ailleurs le fameux deal que les gens disent qu'on a offert par... Permettez-nous de le dire, nous avons quelqu'un du FCC qu'on a offert, le mot est peut-être fort, mais vous allez peut-être me démentir, qu'on a offert la présidence, vous me connaissez, donc on ne mâche pas les mots, qu'on a offert la présidence à CACH et le Parlement au FCC. Bon, les faits les démontrent pas. Non, je crois que c'est une façon simpliste de présenter les choses. Nous avons été à une élection présidentielle, il faut avoir du respect pour cette élection. L'élection présidentielle a conclu en une victoire d'un candidat de l'opposition. Mais ce que les gens ne comprennent pas, que les gens ont voté l'alternance au sommet de l'État, il y a eu changement, mais pourquoi l'Assemblée nationale on a voté les mêmes, pas les mêmes personnes, mais la plateforme qu'on a châtiée, voilà madame, à la tête de la République. Les gens ne comprennent pas. Ce sont des réalités politiques congolaises, particulières. Nous avions même vécu d'ailleurs, rappelez-vous, vers les années 60, avec la majorité parlementaire de Lumumba, mais qui préfère que ce soit Kasavubu qui avait la minorité, qui soit président de la République.
Ça, ce sont des choses que nous avions connues. Il est vrai que Kassavou Boissontan n'avait pas été élu au suffrage universel direct. C'était indirect. Mais ici, il s'agit des mêmes électeurs. C'est ce que moi je ne comprends pas. Oui, je crois qu'il faut qu'on analyse. Même moi, je me pose la même question. Et je crois que quelque part, il y a eu un dysfonctionnement politique qui, deux fois, est difficile à expliquer. Est-ce que Cash n'avait pas présenté autant de candidats ou Cash n'avait pas les moyens ou le FCC avait mis vraiment les moyens pour avoir... il y a beaucoup de candidats de Cash qui sont tombés. Il faut avouer, il y a eu beaucoup de candidats de Cash qui sont tombés. Comme il y a eu aussi beaucoup de candidats de l'opposition qui sont tombés. Lorsque nous parlons de la minorité de députés de l'opposition, on ne voit pas simplement les députés de Cash, on voit les députés de toute l'opposition dans son ensemble. On se rend compte que le même électeur qui a été dans l'urne, et dans l'isoloir plutôt, pour élire aux trois niveaux, c'est-à-dire présidentiel, législative nationale et provinciale, il accepte de donner sa voix à un opposant, c'est ça la compréhension aujourd'hui, à un opposant à la tête du pays, c'est-à-dire président de la République, mais il accepte de distribuer les deux autres voix aux membres du FCC, c'est-à-dire au niveau national comme au niveau provincial, il donne aux membres du FCC. Est-ce que la population n'a pas compris les enjeux? Je ne pense pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné normalement. Et le temps nous permettra de comprendre petit à petit. C'est pour cela que la députation, on a tenu compte des proches, on a tenu compte des amis. Est-ce que c'est ça son Non, je crois que c'est la même réalité à tous les niveaux. C'est la même réalité à tous les niveaux, mais je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est la même réalité, la Cash devait avoir, ou la Mouka devait avoir la majorité aussi. Oui, madame, vous savez que l'Assemblée nationale s'appelle représentation nationale. Ce mot-là n'est pas un mot vain. C'est un mot qui est plein d'essence. Représentation nationale, ça veut dire que c'est la chambre qui représente réellement la population. Ce n'est peut-être pas le président de la République. C'est le président de la République qui est président, certes, de la République, mais le président de la République n'est pas le représentant de la République, de la population. Il est le garant de la nation. Donc la nation congolaise s'est exprimée et s'exprime à travers les chambres, et surtout à travers la chambre basse où l'élection est au suffrage universel direct, pas comme le Sénat. Donc nous comprenons que globalement, la population a confié, a donné sa confiance à l'opposition pour le poste de président de la République, et la même population a donné confiance au FCC pour l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. Comme il y a cette quoi, normalement, si tout était normal, je réfléchis ainsi, c'est vous qui devez être l'opposition, si tout était normal. Le FCC devait être l'opposition, parce qu'avec l'alternance, mais aujourd'hui, on ne sait pas trop comment c'est. Est-ce qu'en RDC, y aurait-il encore une opposition? Parce qu'on a l'impression que même le président et bien d'autres, même Kyungu, appellent au rassemblement, appellent à l'unité. Est-ce que cela veut dire qu'en RDC, c'est inutile aujourd'hui d'avoir une opposition? Quel est le rôle de l'opposition aujourd'hui? Et qui sera l'opposition en RDC? Vu la carte politique aujourd'hui congolaise, on ne sait plus situer où est l'opposition aujourd'hui. On ne peut pas, madame, avoir une démocratie dans un pays comme le nôtre sans opposition. Mais qui sera cette opposition? Ça ne sera pas une démocratie. Non, je crois qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui parlent opposition, madame. C'est la Mouka, en fait. Oui, par exemple. La Mouka parle encore opposition, puisqu'en principe, la Mouka n'est pas à la présidence de la République, la Mouka n'est pas forte dans les assemblées provinciales et même dans l'Assemblée nationale. Mais le FCC aussi n'est pas là. Non, le FCC est présent dans l'Assemblée nationale, madame, je l'ai dit, et dans les assemblées provinciales. Et une forte présence, un poids politique convenable. Donc le FCC contrôle, jusqu'à preuve de contraire, madame, je pèse bien mes mots politiquement, le FCC contrôle l'Assemblée nationale aujourd'hui, et le FCC contrôle les assemblées provinciales aujourd'hui, avec la possibilité de contrôler les exécutifs provinciaux, je termine madame, avec aussi la possibilité de contrôler le Sénat demain. Puisque ce sont les députés qui vont élire les sénateurs. Quand nous allons parler de l'Assemblée nationale. Nous parlons maintenant de la visite du président de la République aux soldats au camp Tchachi et la réaction de la population par rapport à ce décret loi de Tchibala qui a soulevé beaucoup d'encre de salive. Nous tous nous avons lu ce décret, même après le Premier ministre a dû faire un point de presse, pour essayer d'expliciter un peu ce décret loi. Il a dit, c'est pas la première fois, tous les premiers ministres disposent quand même d'une cagnotte, permettez l'expression, pour subvenir à leurs besoins après la primature. Donc, deuxième condensé, mesdames et messieurs. Nazali nesengo mingi ya komona bino nalobaki lelo na kotala baoyo babundelaka ekolo
na ba famille na bango. Po boyebi uta maponomi elekanaki tolakaki na campagne na biso tokotala likambo yo etali social ya ba soda na ya ba policier. Lokwa na yebi que bozali ba voisin na ngai nazaka pembeni na bino na visite ya camp pona lingi na yeba ndenge nini soda na famille na ye bazali soigné. Soki eloko akobongisa ezali toluka ba moyen ebonga. Nalingi natala likambo oyo etali ration na bino. Soda na famille na ye baliaka ndenge nini, balalaka ndenge nini. Likambo etali ba équipement na bino awa na kati ya camp ezali ndenge nini. Bayebisinga pe ke kelasi ya bana ezali awa na kotala etali ni ezali totala ndenge nini tokoki kobongisa yango. Voilà likambo na yeli lelo namona bino bino pe bomona ngai toyebana ezali malamu to mabe. Voilà bana mboka nalingi napesa bino kaka nde moral boyeba que commandant suprême na bino akozala be na souci na bino ndenge oyo ayaki liboso na ngai azalaki na yango. Aujourd'hui, nous ne devons pas prendre des lois taillées sur mesure, nous ne devons pas prendre ça en considération, parce que l'idéal aujourd'hui, c'est donner à manger et à boire à la population, c'est le progrès social, c'est le social des Congolais qui va primer au-delà de tout. Moi, je trouve mal comment est-ce que notre Premier ministre Bruno Tshibala doit prendre des mesures qui sont taillées vraiment sur mesure, pour pouvoir leur donner quelques avantages demain ou après-demain. Moi, je trouve ça vraiment, c'est pas normal. Il y a des préoccupations aujourd'hui, il y a des arriérés des salaires que l'État doit payer à certains fonctionnaires. Ça va coûter au trésor public. Donc, on a besoin d'argent pour tout le monde. D'abord, pour tous ceux qui ont servi la nation, les fonctionnaires, les militaires et consorts, prendre des mesures pouvant leur garantir un avenir meilleur au détriment de la population. Moi, je trouve que c'est pas bien. Il y a des retraités qui ne touchent presque rien, eux à la fin. Quelqu'un se tape des avantages énormes comme a fait le Premier ministre là. Vraiment, c'est pas aimé ça. Ce décret, pour moi, doit être tout simplement aboli. La loi na comment to accepter bablo bon aussi longtemps to viser na bae bazalaka makamwana et salamité. Ce que bango va penser que la loi pour na ba intérêt na bango. Yeti balazalaki premier temps où ya zalaki premier ministre abongisa ki nini pour na ba ancien. Et loi na vraiment tous ça d'accord na ngote wana olukaka ke peuple est revendiqué. To lingi ba makamwana te ya salé loko moroté. J'ai suivi le ministre, après le Premier ministre, Chibango dit que non, ces gens-là ne peuvent pas rester dans la misère. Mais entre-temps, mais comment vivent les fonctionnaires, les professeurs, tous ces gens-là? C'est-à-dire, on catégorise une partie des personnes, et une autre partie, on dit non, ils ne peuvent pas vivre dans la misère. Les autres doivent vivre dans la misère. S'il n'y a pas d'effet rétroactif, on laisse tomber. Dieudonné Moundier, nous avons suivi le président de la République, commandant suprême des forces armées, qui est allé parler aux militaires au camp Tchatchi. Mais la phrase qui avait fait le tilt et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la phrase, je me permets de le dire en lingala, comme il a dit, nakosala neti oyo azalaki liboso na ngai azalaki nango souci oyo azalaki nango liboso na ngai ngape nakozala nango. Mais quand on voit déjà comment Kabila a laissé cette armée, il ne faut pas qu'on s'imagine. Bon, le social des militaires est catastrophique aujourd'hui. Est-ce que c'est la continuité? Il va faire exactement comme Kabila, laisser les militaires toucher un salaire de misère, le social... Cela veut dire quoi, cette phrase-là? Madame, d'abord, il faut signaler que
La visite du président Félix Tshilombo au camp Tchachi rentre dans ses attributions en tant que commandant suprême de FARDC et de PNC. Donc il est normal que quand il accède à d'autres fonctions comme ça, il puisse aller visiter pratiquement ses collaborateurs, lui en tant que numéro 1 de cette composante importante. Et bon, vous voulez rappeler la phrase, bon, je ne pense pas qu'elle soit mauvaise, c'est-à-dire que le président Félix, lorsqu'il prononce cette phrase, il connaît le contenu de la phrase. Lorsqu'il dit il va faire ce que son prédécesseur a fait ou avait les soucis de faire. Ou avait les soucis de faire. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Il fera exactement comme son précédesseur a fait. Oui, c'est surtout le côté social. Bon, c'est une compréhension. Il est vrai que la situation aujourd'hui, lorsque vous allez dans les différents camps, n'est pas une bonne situation pour les militaires et les policiers. Ça, il faut l'avouer. Mais on ne peut pas aussi conclure que le président, l'ex-président sortant, n'a rien fait du tout. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été aussi faites. Mais peut-être qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire. Ça, nous l'avons toujours dit. Et c'est ça même la continuité dans les affaires de l'État. On n'arrive pas à la tête de l'État pour tout faire soi-même. Non. Sinon, on ne pouvait pas parler d'alternance. Sinon, on n'aurait pas de mandat. Donc, on permet à celui qui accède de faire ce qu'il peut faire. Et celui qui vient, il améliore là où ça n'a pas marché. Et je ne pense pas que tout n'a pas marché, non. Et je crois qu'il y a des choses qui ont évolué normalement. Rappelez-vous qu'il y a eu des réformes dans l'armée et dans la police nationale. Énormément de réformes. Aujourd'hui, ici, nous parlons des armes létales et des armes non létales. Est-ce que pratiquement, on peut améliorer, le président Fachi peut améliorer le salaire du militaire? Mais ce sont des défis, ce sont des défis. Il est obligé, pas simplement pour les militaires et les policiers, mais pour tous les Congolais. Tous les grèves qu'il y a aujourd'hui. Il est obligé. Ça, c'est pour cela que quand on accède à ces fonctions... Est-ce qu'il n'a pas reçu un cadeau empoisonné aussi, comme l'a dit F. Bazaïb à l'époque? Parce que tout il a reçu un cadeau des Congolais. C'est une expression. Du peuple congolais. C'est une façon de parler, c'est une expression. Quand on voit les grèves aujourd'hui, Dieudonné Mwenzi, ça saute de partout. On dirait que ce sont des verrous qui sautent aujourd'hui. Les gens qui se taisaient à l'époque, qui avaient peut-être peur d'être arrêtés. La SONAS, RTNC, Télé 50, Transco, je ne sais tout. Il y a des verrous qui se lâchent aujourd'hui. On se demande tout ça. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire à Félix Tshisekedi, tu as vraiment du boulot aujourd'hui? Non, je crois que ce sont des défis qui étaient attendus. Et ça traduit les nombreuses attentes, les multiples attentes et même complexes du peuple congolais. Nous n'allons pas dire que le peuple ne peut pas avoir le droit de manifester. Mais pourquoi il ne le faisait pas à l'époque? Non, c'est-à-dire que le peuple le fait. Vous savez, quand il y a des changements à la tête du pays, les gens ont tendance à penser qu'avec ce changement, ils vont au même moment aussi avoir des changements dans leur vie. Je crois que c'est le réflexe naturel. Ils ont voté pour ça. Oui, c'est le réflexe naturel. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu des changements, on pense qu'il faut que ces changements touchent aussi à son vécu quotidien. Et je crois que c'est ce que nous avons constaté depuis un temps dans les entreprises de l'État et même dans d'autres services de l'État. Les gens sont en train de manifester, c'est-à-dire, chacun voudrait que, avec la présence de Félix Tshisekedi, que ça ramène aussi un plus dans ce qu'il est en train de vivre lui-même. Puisque ce que moi je crains, je le dis tous les jours, il ne faut pas aussi qu'à un certain moment, les gens abusent de ces genres d'attentes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils étaient en train de vivre avec tout le monde. J'ai entendu ça même à la RTNC, s'il vous plaît, vous êtes des médias. Donc, il ne faut pas que les gens, à un certain moment, ils ont été complices d'une certaine mégestion, à un certain moment, et puis, paf, ils comprennent que Fachi est arrivé, comme on l'appelle, le président de la République, Félix Tshisekedi. Ils se disent, bon, il faut donner l'impression que nous sommes des saints et que nous nous désolidarisons des autres, les autres ont mal géré et que nous disons, nous pouvons. Non, il faut savoir que quand on est dans une entreprise, parce qu'il n'y aura pas la n'est pas simplement géré par le comité de gestion. C'est aussi la délégation syndicale qui est congestionnaire de l'entreprise. Il n'y aura pas la chasse, il y aura déjà, le président l'a dit, il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Donc, tout ce qui est mal géré... Ça ne peut pas avoir lieu, puisque gérer comme ça sera mal géré. On ne peut pas faire une chasse aux sorcières, on doit gérer convenablement. Celui qui se rend compte coupable de quelque chose, il doit être sanctionné. Non, c'est lui qui se rend coupable. On ne fait pas la chasse aux sorciers, c'est différent. Faire la chasse aux sorciers n'est pas dire celui qui se rend coupable doit répondre de ses actes. Non, tout celui qui se rend coupable peut répondre de ses actes. Et je crois que ça, c'est ça même l'état des droits. La justice doit fonctionner. Et c'est cette justice qui doit élever un jour la RDC.
Comme on dit, la justice élève une nation. Mais si on dit que non, on met une croix sur tout ce qui s'est passé... Quand on fera, par exemple... Non, on fera l'état de lieu. J'ai appris d'ailleurs que le Premier ministre est chargé pour ça. Quand on trouvera les coupables, qu'est-ce qui va se passer? Non, il faut sanctionner, s'il vous plaît, madame, je le dis, il faut savoir les sanctionner. Je suis du FCC, je sais que je suis du gouvernement sortant, pas membre du gouvernement, mais je suis de ceux qui ont supporté le gouvernement sortant, même le pouvoir sorti, mais je ne peux pas accepter que les gens puissent se complaire à la mégestion et à la mauvaise gouvernance, et que je vienne dire devant votre télévision ou devant votre caméra, devant votre micro, que non, ces gens-là doivent être blanchis. Non, sinon nous le dirons encore après Félix Tshisekedi, le président, que non, ceux qui viendront après lui, il faut aussi blanchir, et finalement nous serons dans une jungle. Trop d'avantages, qu'il puisse y avoir le Premier ministre sortant s'est-il octroyé trop d'avantages selon vous, ou c'est tout à fait normal, ça s'est fait déjà dans ce pays que les premiers ministres aient quelque chose après avoir quitté leur fonction, mais les gens disent que c'est trop, vu la misère, vu qu'il y a des arriérés de salaire, les fonctionnaires ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés, comment lui peut-il s'octroyer autant d'avantages? Madame, j'ai lu ce décret et je crois qu'il faut retenir des choses. La première, c'est d'abord l'indélicatesse lorsque l'on veut réglementer ou légiférer pour soi-même. C'est toujours difficile. Il faut que l'on quitte cette étape-là, de penser que lorsqu'on a les affaires, il faut savoir légiférer et réglementer pour soi-même d'abord et pour sa famille. Ça, c'est de un. De deux, la difficulté, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire à la face de l'opinion et aux Congolais que ces genres de textes n'ont jamais existé dans ce pays. Moi, je pense que ça existe. Il n'est pas nécessaire que de tout ce temps, nous avons eu des gouvernements dans ce pays se succéder. Des premiers ministres partir, des ministres et vice-ministres partir, même des ministres délégués, des gens qui n'ont jamais légiféré sur eux-mêmes, qu'aujourd'hui on commence à penser à inventer la roue comme si la roue n'a jamais existé. Je crois que ça, c'est difficile. Et si cela a été le cas, moi, j'aurais peut-être demandé à l'actuel Premier ministre, à son gouvernement, de ne pas légiférer pour eux-mêmes, mais de demander au gouvernement à venir de légiférer aussi pour eux. Puisque c'est compliqué, c'est compliqué. Et lorsque j'ai lu le contenu personnellement, de ce décret, avez trouvé que c'était... Non, j'ai pensé que c'est excessif. Puisque vous savez, il y a aussi une autre dimension qu'il faut toujours exploiter lorsque l'on veut légiférer ou réglementer. Puisqu'il faut que les règlements d'un pays et les lois d'un pays soient contextualisés aux réalités de ce pays-là. Et surtout impersonnel. Oui, c'est ça, impersonnel, mais contextualisé à nos réalités socio-politiques et économiques. Puisque la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous allez demander que j'ai entendu parler des gens de 6 mois de salaire, j'ai entendu parler d'un tiers de salaire, j'ai même entendu parler des loyers qu'il faut payer, j'ai entendu même des billets d'avion. Mais est-ce que le commun des mortels, le Congolais lambda, peut comprendre qu'un monsieur, puisqu'il a été tel, qu'il puisse continuer à bénéficier d'un loyer, même s'il n'est plus aux affaires, même de bénéficier d'un billet d'avion, comme s'il est incapable lui-même de se trouver $1000 ou $800 et payer son billet. Je crois qu'on va créer un antécédent fâcheux, un précédent fâcheux, un cas de jurisprudence que l'on n'aura pas à gérer demain. Puisque le pays ne s'arrête pas aujourd'hui. Le pays va connaître encore autant de premiers ministres, le pays va connaître autant de membres du gouvernement. Et alors, in fine, si vous faites une projection asymptotique, vous vous rendrez compte que dans 50 ans, 60 ans, nous allons avoir autant de ministres honoraires, autant de premiers ministres honoraires qui prendront pratiquement la moitié du budget national. Et c'est insensé. Et je n'accepte pas ça. Voilà, je suis indépendant d'esprit généralement, madame. Voilà, nous allons parler maintenant du séjour du chef de l'État en Angola. Hein, mais il n'est pas seulement allé en Angola, vous le savez, il est allé au Kenya, il est allé au Congo-Brazzaville. Et tout ça, nous allons parler un peu de tout ça. Et aujourd'hui, le président de la République est à Addis Abeba, où il a assisté au sommet de l'Union africaine, où il est d'ailleurs nommé deuxième vice-président. Il sera avec Paul Kagame, le président de l'Union africaine, et un autre, le nom me reviendra tout à l'heure, mais il est déjà placé dans l'organigramme de l'Union africaine. C'est le retour en force de la République démocratique du Congo dans cette instance africaine. Et vous avez vu comment tous ces pairs l'ont accueilli. C'était l'alternance en République démocratique du Congo avec le malgache Anjoelina. Leurs noms sont assez compliqués, mais ils ont été félicités parce qu'il y a eu des élections en République démocratique du Congo et au Madagascar. Donc, plus de détails, s'il vous plaît.
L'Angola comme première étape de la tournée historique du nouveau chef de l'État congolais, les choses s'annoncent plutôt bien contrairement aux souhaits de ses détracteurs. Un accueil digne de son rang lui a été réservé par son homologue angolais, notamment les hommes d'affaires résidant en Angola, parmi lesquels l'on découvre M. Gabriel Chabani, l'unique homme d'affaires congolais, patron de Chabani Energia Solar et Chabani Media Group au Congo, mais aussi patron de l'entreprise Monorail en Angola. Félix Tshisekedi, à l'heure de la conférence de presse conjointe tenue à défendre devant son voisin la légalité de son élection remise en cause par l'autre camp de l'opposition. Devant le monde entier. Para mostrar provas durante a audiência perante o Tribunal Constitucional, na frente de todos, apresentar argumentos que apoiem a sua vitória, eles nunca fizeram isso. De leurs preuves. Donc d'avancer les arguments selon lesquels ou qui soutiennent leur victoire. Ils ne l'ont jamais fait. En revanche, nous, qui avons été déclarés vainqueurs, nous étions préparés. Nous avions notre centrale électorale qui avait recueilli des données. Et ces données, nous sommes même allés les comparer avec la Senco qui prétendait avoir ces chiffres pour démontrer que nous avions travaillé sur la préparation de notre victoire. Vantant l'alternance pacifique au pays, le nouveau chef de l'État a préféré mettre un satisfecit dans l'ensemble, nonobstant des irrégularités au cours du processus électoral. Les tergiversations autour des résultats de la présidentielle devront prendre fin avec ces mots de félicitations de Joao Lourenço à l'endroit de son homologue congolais. Les deux chefs d'État ont promis de mener à bien les projets déjà en cours, mais aussi d'emporter de nouveaux. L'occasion faisant le larron, le chef de l'État congolais a eu une séance de travail avec plusieurs investisseurs intéressés par les potentialités au Congo, notamment les Portugais, des Américains, des Brésiliens et des Angolais, y compris le seul Congolais Gabriel Chabani. Ce dernier a même été présenté au président angolais par le président Félix Tshisekedi, qui lui reconnaît sa qualité d'homme d'affaires congolais vertébré. La mini-tournée de Félix Tshisekedi devra le conduire à Nairobi au Kenya, puis à Brazzaville au Congo d'en face. Après sa tournée régionale en Angola, au Kenya et au Congo-Brazzaville, le nouveau président RD congolais a quitté Kinshasa ce samedi 9 février pour Addis Abeba. Il sera question pour le président Félix-Antoine Tshisekedi de participer au sommet de l'Union africaine. À Addis Abeba, le chef de l'État congolais siégera pour la première fois avec ses pairs dans le hall Nelson Mandela lors de l'ouverture de ce sommet le 10 février prochain. Un discours hautement symbolique puisque c'est dans ce même siège de l'Union africaine que 10 chefs d'États africains avaient rédigé un communiqué conjoint faisant état de sérieux doutes sur la validité de son élection. Et depuis, ces chefs d'État du continent ont rétro-pédalé. Le président de la commission Moussa Faki, dans son discours d'ouverture du conseil exécutif le 7 février, a même noté avec satisfaction le bon déroulement des élections et les transitions intervenues à Madagascar et en RDC. Occasion cependant pour le président Félix Tshisekedi de renouer le lien entre son pays et cette institution continentale. Dieudonné Mwendié, la première sortie du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'était en Angola, au Kenya, au Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est une façon pour lui, comme disait une certaine opinion, de se chercher une légitimité? Non, je ne pense pas, madame, mais ça peut être aussi, ça a une raison. Mais je crois que la légitimité, il l'a eu des peuples congolais. Hein, puisque jusque-là, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mon candidat, c'est Ramazani Chadar Emmanuel, le numéro 13. En tant que son porte-parole, je ne le quitte pas, je l'ai jusqu'aujourd'hui. Et je pense même, et je l'ai toujours dit, que la troisième position qu'on l'octroie n'est pas vraie
Je pense moi qu'il pouvait même être deuxième sur cette liste. Mais j'ai dit simplement que la légitimité a été obtenue du peuple congolais. Puisque c'est le peuple congolais souverain qui donne le pouvoir à son président. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Mais il s'est fait que nous sommes dans un concert des nations. Mais l'assentiment des autres présidents compte aussi énormément. Oui, c'est ce que je dis, que nous ne pouvons pas vivre en solitaire. Nous ne pouvons pas vivre en solo. Nous sommes obligés de nous ouvrir au monde. Ce qui fait que le monde est organisé tel qu'un pays ne peut pas vivre renfermé à lui-même. Donc il est normal, comme les font les autres présidents des pays africains, même européens, ils nous visitent généralement, ils visitent ailleurs. Donc il n'est pas exclu que notre président aussi aujourd'hui puisse visiter les pays voisins. Et vous savez, là où il a été, ce sont les pays voisins et pas des moindres. Hein, lorsqu'il est en Angola, aujourd'hui nous connaissons la position géostratégique et même militaire de l'Angola et même la frontière que nous partageons avec l'Angola. Vous savez que dernièrement il y a eu des expulsions. Comment expliquer que le président, malgré sa présence en Angola, qu'on ait expulsé des milliers de nos compatriotes? Est-ce que c'est pas un manque de respect? Je ne sais pas, on essaie de comprendre. N'est-ce pas un manque de respect? Le président, il y a un hôte quand même de ce pays qui est là, mais vous vous permettez quand même au même moment d'expulser les... Je crois que, madame, il s'agit d'un problème d'approche, hein, une question d'approche et de savoir comment il faut procéder. Et nous l'avons dit, même avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi, que l'Angola doit savoir comment procéder à ces expulsions. Puisqu'en principe, expulser, jusque-là, c'est autorisé. Lorsque des étrangers entrent dans votre pays, s'il vous plaît, madame. Lorsque des étrangers, oui, bon, nous ne pouvons pas nous faire prévaloir de nos propres turpitudes, madame. Et je crois que de temps en temps, nous le faisons. Nous apprenons qu'en Djili, il y a eu tel qu'on a expulsé. Bon, peut-être que nous ne le faisons pas assez. Mais ailleurs, et comme partout au monde, c'est connu, lorsqu'il y a des étrangers qui entrent dans votre pays, sans suivre les règlements en la matière, ils doivent être expulsés. Ça, c'est normal. C'est ce que nous disons, que lorsqu'il y a des Congolais qui sont ailleurs, c'est normal qu'on puisse les expulser, mais qu'on le fasse selon les règles, de manière humaine, qu'on informe le gouvernement de la République démocratique du Congo pour dire, voilà dans notre pays, nous venons d'identifier autant de vos citoyens qui ne sont pas en règle avec nos lois en matière d'immigration, mais nous pensons que nous pouvons les expulser tel jour, nous les amènerons à tel endroit, ils sont à autant et nous vous demandons de disposer des infrastructures nécessaires et des moyens nécessaires pour les accueillir. Je crois que ça ne nous demande pas beaucoup, ça ne demande pas beaucoup à l'Angola de dire ça comme ça à la République. Est-ce que le nouveau président a-t-il réagi face à ça? Non, je crois qu'il a condamné ces gens d'expulsion qui ont un visage inhumain. Il a condamné ça, comme nous l'avions toujours dit un peu avant lui. Mais le problème, c'est que à un certain moment, c'est un problème de méthode et d'approche. Et je crois que l'Angola, qui a entendu cette fois-ci notre nouveau président, pourra peut-être cette fois-ci comprendre qu'il s'agit quand même... C'est le fait qu'un Congolais a traversé les frontières vers l'Angola sans suivre les règlements en matière d'immigration, ça ne fait pas de lui quand même un voleur ou une bête. Il reste humain. Il a des droits qu'il doit protéger. Il doit des droits qu'on doit respecter. Mais le président Félix Tshisekedi a dit c'est fini l'exil. Vous avez suivi, hein, il a dit plus d'exil politique. Oui, je crois que... Est-ce que cet appel-là, est-ce que les Congolais de la diaspora ont entendu cet appel? Est-ce que ce serait une façon pour eux aussi, pour une fois pour toutes, de revenir en RDC et de reconstruire notre pays? Oui, madame... Nous allons d'ailleurs parler de la diaspora. Oui, madame, cet appel a été entendu? Je crois que cet appel doit être entendu. Je ne sais pas dire si ça a été entendu ou pas, puisque ce n'est pas pour la première fois qu'on lance cet appel. Et je crois que tous les jours, on lance ces appels pour dire, Congolais, nous sommes chez nous, nous avons certes des difficultés, mais faisons un effort pour nous respecter et rester chez nous tant que c'est possible. Mais ce n'est pas dire que tous les Congolais doivent rester au Congo, non, puisque les autres aussi ne restent pas toujours chez eux, ils viennent chez nous. Mais qu'on sache comment il faut sortir et sur base de quoi on peut sortir. C'est pour cela que, d'ailleurs, je voudrais rappeler ce qui s'est passé au 32e sommet de l'UA, qui s'est clôturé, où je félicite aussi notre président, Félix Tshisekedi, qui a été nommé au poste de deuxième vice-président de cette organisation africaine. Et je crois que le thème a été bien choisi, je peux vous lire le thème. Il est dit année des réfugiés, c'est ça le thème de l'année pour ce 32e sommet. Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées vers les solutions durables au déplacement forcé en Afrique. Donc, c'est un peu ce que nous vivons, par exemple, en Angola. Ce sont des déplacements forcés.
puisque ils n'ont pas demandé à y aller. Puisque le droit international reconnaît à chacun de choisir là où il peut vivre, mais pourvu qu'il respecte les lois du pays. Et parmi tous ces expulsés, est-ce que nous pouvons conclure que réellement il n'y a personne qui respecte les lois du pays en Angola? Peut-être qu'il peut y avoir des gens qui sont en règle, mais puisqu'ils voient leurs dépendants en train de partir, il peut se dire, je ne sais pas les laisser partir, c'est je suis avec eux. C'est pour ça que nous les comptons par milliers. Le rétropédalage des présidents africains, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est la réelle politique qui se disent, bon, il faut la paix à tout prix en République démocratique du Congo, donc il faut une stabilité, parce qu'on parle de ces histoires de réfugiés. S'il y a crise en RDC, il y aura des milliers des Congolais qui vont aller chez eux, déstabiliser entre guillemets leur pays et tout ça. Donc on doit accepter et on doit tout faire pour qu'il y ait stabilité en République démocratique. Est-ce que c'est ça le rétropédalage des présidents africains? Non, je ne pense pas que ce soit un rétropédalage. Je crois que c'est une façon de raisonner. Notre commentateur, notre reporter l'a dit. Oui, bon, ça ce sont vos mots en tant que journaliste. Vous avez vos expressions journalistiques. Mais je pense qu'ils sont restés peut-être dans la même logique, que la logique d'antan, mais peut-être avec des mots différents, pour dire que aujourd'hui il faut réellement favoriser la stabilité de la République démocratique du Congo, compte tenu de sa position géostratégique au centre de l'Afrique. Et je crois que ce qu'on fait pour la République démocratique du Congo, on le ferait aussi mieux pour d'autres pays voisins. Je l'ai dit aujourd'hui, j'ai rappelé le cas de l'Ouganda, j'ai rappelé le cas de Rwanda et du Burundi. Pour dire qu'il ne faut pas simplement penser qu'il faut résoudre les questions en République démocratique du Congo, je parle des questions politiques et sécuritaires, pour que l'Afrique soit stable. C'est vrai, nous aiderons l'Afrique à être stable, mais est-ce que nous-mêmes, République démocratique du Congo, nous sommes stables? Exactement. Je crois que c'est ça. Il ne faut pas que nos pères africains pensent toujours à la stabilité de leur pays à travers le comportement des Congolais, mais sans permettre aux Congolais eux-mêmes d'être stables. Rappelez-vous de ce que j'ai entendu dernièrement avec le président sortant de l'Union africaine, je crois Paul Kagame, qui interdisait à notre cour constitutionnelle, à notre pouvoir judiciaire indépendant vis-à-vis du Congo, des Congolais et même de l'extérieur du monde, de surseoir la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Vous pensez que ça, c'est favoriser la stabilité de la République démocratique du Congo? Je crois que ça, c'est créer encore une autre crise politique sur une autre crise qui existait déjà. Notre président donc, je crois qu'il faut qu'il nous aide notre président et deuxième vice-président de cette institution. Oui, après le président sud-africain est-ce que c'est une façon de dire que la diplomatie, la nouvelle diplomatie congolaise est en marche aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut rentrer, être aussi fort qu'à l'époque dans le concert des nations et surtout en Afrique? Parce que sous Mobutu, on sait qu'on pesait quand même. Le Congo avait une voix, je me rappelle, Mobutu disait, défaisait les présidents en Afrique. Est-ce que la RDC peut reprendre sa place de leader dans l'espace africain? Nous avons l'obligation. Nous avons une position qui nous oblige de contrôler pratiquement l'Afrique centrale et même partant toute l'Afrique entière. Mais il faut préciser, madame, que ce qui arrive aujourd'hui avec le poste de deuxième vice-président à l'Union africaine n'est pas l'affaire d'une personne, Félix Tshisekedi. Il faut quand même être modeste pour le préciser. Il s'agit d'un poste qui revient au pays. Mais pas le fait que lui est président de la République. Oui, je crois qu'il faut préciser. Non, il faut préciser. Il faut dire ça à l'opinion convenablement, qu'il s'agit d'un poste qui revient au pays. C'est comme le poste de président de la République, ça revient à la République arabe d'Égypte. Pas un individu. Donc ça pouvait être n'importe qui. Ce n'est pas nécessairement le monsieur Abdel Fattah. Ok, donc à l'Afrique du Sud, la même chose. Ce n'est pas nécessairement la personne qui est là, qui en principe prend le poste, mais c'est le pays. Donc nous devons être beaucoup plus grands pour comprendre que le pays rentre dans les concerts des nations et que l'organisation africaine accepte que nous puissions être à la présidence de cette organisation par notre président. Le président Félix Tshisekedi l'a dit lors d'une de ses tournées qu'on pourrait entrer dans un autre regroupement, celui de l'Afrique de l'Est. Est-ce que c'est pas une façon de trop nous éparpiller? Parce que nous sommes au centre, nous sommes déjà à la SADC, le président Kabila nous a mis à la SADC à l'époque, nous sommes comme ça, nous sommes partout, et aujourd'hui nous voulons encore ouvrir une autre porte d'entrée. Madame, ça ne nous dérange pas, nous devons être partout. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Notre position nous impose d'être partout. Mais nous sommes au centre. Oui, non, mais nous ne sommes pas simplement au centre, nous sommes aussi à l'Est. Nous sommes aussi à l'Est. Nous sommes aussi à l'Est. Prenez la partie orientale de notre pays. Cette partie orientale est aussi à l'Est de l'Afrique.
Je crois qu'il y a, ce n'est peut-être pas tous les Congos. Ce n'est pas importer leur problème aussi. Non, pas importer leur problème. Il y a trop de terrorisme. Non, nous ne pouvons pas avoir peur de ça. Je crois que c'est le fait que Chebab chez nous ici. Non, je crois que c'est le fait que nous avons peur de ça que nous devenons faibles vis-à-vis de tous ces gens-là. Aujourd'hui, quand nous parlons des ADF NALU, ce ne sont pas les forces négatives de l'Afrique centrale, c'est de l'Afrique de l'Est toujours. Donc je crois que nous avons une bonne partie à l'Est du continent. Nous devons être sur place pour faire entendre notre voix et nous dire par exemple qu'attention à l'Est du pays, à l'Est du continent, il y a telle réalité politique ou socio-économique et politique, mais qui fait que nous ne soyons pas à l'aise en République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne pouvez pas envisager telle solution ou telle autre solution pour permettre à ce que l'Est de l'Afrique soit calme et pas ricocher la République démocratique du Congo aussi, déjà à sa partie orientale qui n'est pas stable. Puisque lorsque l'on parle de la République démocratique du Congo, qui n'est pas stable, qui a des défis sécuritaires, c'est essentiellement l'Est de la République démocratique du Congo. Et cet Est de la République démocratique du Congo est essentiellement aussi à l'Est de l'Afrique. Donc je crois qu'il y a des questions qu'il faut, il faut être dans ces organisations pour pouvoir faire entendre la voix de la République. Permettez-moi une dernière question. Par rapport à la langue anglaise, il y a déjà une certaine opinion qui disent que non, la République du Congo doit aussi adopter la langue anglaise comme la deuxième langue officielle du pays, parce que le Rwanda l'a fait, beaucoup de pays le font aujourd'hui, parce que nous sommes une force aujourd'hui. Et quelle est votre position par rapport à ça? Non, je ne suis pas contre, je suis d'accord. Vous savez que les langues aussi font la force d'un pays. Et aujourd'hui, on doit se dire ouvertement qu'en dehors du français, l'anglais est en train de prendre une place importante. C'est la première langue d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la première langue. Et même dans les affaires, vous trouvez essentiellement l'anglais. Rappelez-vous que même dans les offres d'emploi ou dans les offres d'emploi aujourd'hui, on vous dira toujours qu'il faut connaître l'anglais. Donc, il est important que nos jeunes aujourd'hui et que les enfants qui viennent aujourd'hui, les futurs Congolais qui vont naître, puissent nécessairement apprendre l'anglais. Donc, si aujourd'hui il peut y avoir une décision pareille qu'on aurait envisagée pour qu'à côté de la langue française, on puisse avoir la langue anglaise, je ne trouve pas ça mal. Et si vous m'aviez demandé ma position, moi je vous aurais dit que moi je suis d'accord que même déjà à partir de l'année scolaire prochaine, que l'on puisse instaurer déjà l'anglais à partir de la maternelle. Comme ça, les enfants ont la possibilité de prendre déjà les ABC de cette langue et de permettre à ceux que, quand ils deviennent adultes, ils sont universitaires, qu'ils ont la possibilité de manipuler les deux langues. La langue de Molière et la langue de Shakespeare. Ah oui, ok. Nous allons à l'Assemblée nationale, nous allons y aller parce que ça a déjà commencé. Kingwa Kumonza est président provisoire de cette institution et nous allons avoir la réaction des députés provinciaux par rapport aux élections ou par rapport à autre chose. Vous le savez déjà que d'ici là, il y aura l'élection des sénateurs et des gouverneurs et les langues se délient. D'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent. Je cite nommément le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, qui se pose la question par rapport à l'intégrité morale de certains députés nationaux, surtout par rapport à l'élection de sénateurs. Il y a beaucoup de ces députés, il paraîtrait, on met au conditionnel, que certains de ces députés demandent des enveloppes pour l'élection de sénateurs et des gouverneurs, et ceux qui n'ont pas d'argent sont presque déjà pénalisés. Je pense à mon président Kasonga Chilunde, courage, je lui ai dit, et je lui ai même répondu, oh, mais la paix, ma président, mais bof, c'est ça la République. Plus de détails, s'il vous plaît. L'Assemblée nationale est une grande institution, est une machine importante. La remise de prise elle-même nous a pris un peu d'état pour que nous puissions nous assurer comment les choses fonctionnent. Et puis vous savez que c'est une institution qui travaille à concert avec les autres institutions. Nous avons de l'autre côté la présidence de la République qui lui aussi a connu une modification, un changement, que nous devrions aussi nous adapter par rapport à ce qui évolue de l'autre côté. Ça, c'est un. De deux, c'est aussi par rapport au fonctionnement du gouvernement. Le gouvernement, comme il est là, ils expédient seulement les affaires courantes. Donc les grandes décisions sont aussi parfois muselées et ça prend du temps pour que ça se prenne. Donc il nous a fallu qu'on puisse nous donner les moyens pour financer nos activités dans la session extraordinaire. Certainement, cet aspect aussi est un trait d'alléger qui a fait à ce que, jusqu'à aujourd'hui, qui ne puisse pas avoir la deuxième plénière ou bien la première plénière après celle dite inaugurale. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avions bien choisi que nous puissions fixer l'opinion publique et fixer nos collègues députés que maintenant, nous pouvons commencer les choses
sérieuse. C'est-à-dire la session, donc la plénière, la deuxième plénière est convoquée pour les mercredis. Le mercredi à 14 h, tous les députés doivent se retrouver ici ensemble avec nous afin de... J'ai travaillé dans cette commission, mais je n'ai pas le droit, moi, de faire le compte rendu. Puisque vous m'y obligez, je vous dis que nous avons travaillé dans cette commission pour la validation des mandats. Le rapport a été présenté et a été adopté. Donc, considérez que tous les 44 députés qui sont là sont désormais députés reconnus en tant que tels par l'Assemblée plénière. Et donc, j'ajoute, donc, ils peuvent poser des actes en tant que tels. Donc, ils s'assument pleinement comme députés de la province élue de Kinshasa. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit en d'autres termes. Je peux dire que oui, on a été élu. C'est le travail qui nous attend. La validation, c'est une chose, mais le travail sur terrain, c'en est une autre. Adopter les règlements intérieurs, nous allons mettre en place les bureaux définitifs et ça sera le travail qui commence. Vous savez, nous sommes des élus du peuple. Fort du mandat du peuple, je ne peux pas dire qu'il y aura des obstacles qui peuvent être invincibles, puisque nous parlerons au nom du peuple. Mais par contre, je constate que l'Assemblée provinciale est totalement dépourvue des moyens pour son bon fonctionnement. Déjà, les bureaux provisoires ont des difficultés pour avoir des fonds qui puissent lui permettre de bien fonctionner. Je pense que ça sera cela les défis majeurs. Dieudonné Mwendié, il y a les nouveaux députés, mais les nouveaux députés, comme vous l'avez si bien dit, la majorité c'est le FCC. Et c'est par rapport à la formation du nouveau gouvernement. J'ai entendu dire que le FCC ne veut pas entendre parler de l'informateur. Vous voulez un formateur parce que vous vous êtes dit, nous avons la majorité, le Premier ministre doit sortir du FCC. Mais les autres camps disent non. Le FCC n'est qu'une plateforme électorale, il faut un informateur pour savoir, là-bas, aller à l'Assemblée nationale, dégager un peu cette majorité, savoir un peu comment sortir cette majorité et enfin avoir le Premier ministre. Alors, quelle est votre position officielle? J'ai quelqu'un du FCC avec moi, quelle est votre position? Madame, ce n'est pas une question d'individu, ce n'est pas une question du FCC, c'est une question des lois du pays. Je crois qu'il faut que ce pays fonctionne sur base des lois. Il ne faut pas que nous puissions continuer à faire fonctionner le pays sur base des rumeurs et de ce que chacun veut avoir. Je crois que j'ai ici la Constitution avec moi. Je peux vous lire rapidement l'article 78 de cette Constitution. On va dire que non. Oui, que j'ai lu. L'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Oui, mais c'est clair, madame. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir est-ce qu'il existe une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale? Au sens de la loi. Cette majorité existe. Il ne faut pas qu'on dise ça au sens de n'importe quoi, mais c'est au sens de la loi. Puisqu'aujourd'hui, je vous ai expliqué tout à l'heure que le FCC, comme le CACH, comme d'autres plateformes, n'ont pas été enregistrées à la CENI comme des plateformes devant présenter des candidats. Vous ne verrez pas le FCC présenter des candidats comme FCC sur la liste des candidats. Vous ne verrez pas le CACH, vous ne verrez pas d'autres formations politiques. J'ai entendu parler même de la Mouka. Vous ne verrez pas les candidats présentés par la Mouka comme la Mouka enregistrée au nom de la Mouka. Oui, je crois que c'était autant de regroupements politiques et de formations politiques, des partis politiques qui ont présenté des candidats. Mais dans cette coalition, ils ont formé des méga plateformes électorales comme le FCC. Donc il est vrai qu'aujourd'hui le FCC, comme plateforme électorale, a plus d'environ 350 députés nationaux aujourd'hui, avec les 480 qui existent. Si aujourd'hui on peut organiser des élections à Beni, à Butembo et à Yumbi, nous pouvons peut-être aller au-delà.
Mais ça ne veut pas dire que nous avons une majorité dégagée au sens de la loi. Puisque le FCC n'est pas connu par la CENI comme plateforme devant présenter des candidats. Il nous faut maintenant un informateur. Donc il faut en principe revenir à cet article, surtout au deuxième alinéa, pour permettre à ce que tous ces gens qui sont dans le FCC, au sens de notre organisation informelle, méga plateforme électorale, nous puissions manifester cette coalition logiquement et sur le plan du droit, pour dire que voilà, les gens des AAB par exemple, les gens du PPRD, les gens de ceci, de cela, nous tous, nous sommes dans une coalition et nous appelons ça comme majorité parlementaire. Là, il faut une personne qui a la mission d'information, qu'on appelle informateur pendant 30 jours, ce délai renouvelable une fois. Logiquement, il faut ça. Rappelez-vous qu'en 2012, nous avons eu le même cas. Avec le PPRD avec... Prenons le MP et la MP. La MP avait déjà la majorité au sein du Parlement en 2012. Mais ça n'a pas empêché que l'on puisse nommer un informateur comme Fémondo Simba pour dégager cette coalition qui existait déjà tacitement, mais qui n'existait pas au sens de la loi, pour nous permettre à ce que nous puissions avoir un Premier ministre que vous avez connu, M. La deuxième question, des gens... Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on arrive à ça. L'inconstance des hommes politiques congolais. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce... La transhumance des politiques congolais. C'est vrai que vous dites que vous l'avez de fait, ça se trouve là, mais cette peur-là existe. On connaît les politiques congolais. C'est une culture congolaise, mais qu'il faut bannir. Et au sens de la loi, même au sens du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lorsque l'on quitte sa formation politique, on a été élu sur la liste de sa formation politique, et que l'on quitte délibérément de cette formation politique pour aller ailleurs, on perd ipso facto son mandat. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont été élus comme membres du FCC doivent logiquement et même politiquement le demeurer. Ceux qui ont été membres du CACH doivent logiquement rester CACH, la MOUCA, la même chose. Je crois qu'il faut éviter que l'on commence à être considéré toujours comme ces bébés politiques, c'est-à-dire à un certain moment on ne sait pas ce que l'on cherche exactement. Aujourd'hui, madame, je poserai la question. Pourquoi un élu du FCC quitterait aujourd'hui pour aller chez CACH ou chez la MOUCA? Puisque le président est de CACH. Il peut donner un ministère à qui il veut. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je crois qu'il faut être stable et savoir poser ses pieds sur terre, sa tête également sur les épaules, et comprendre qu'on a été élu sur cette liste, on a été présenté sur cette liste. Je rappelle que tous les candidats du FCC, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, personne n'a payé la caution pour être candidat. Ça a été payé par la formation FCC. Donc aujourd'hui, on vous a présenté comme candidat. On a payé même votre caution. Vous avez été élu, on vous a aidé même dans la campagne, avec peu ou avec beaucoup, mais il y a eu quand même une participation. Vous êtes élu par ingratitude, vous dites non, moi je quitte le FCC, je vais ailleurs. Pour quelles raisons? Je crois que c'est une chose qu'il faut éviter. Et même là où ils veulent aller, je crois qu'il faut qu'ils aient le comportement de ne pas favoriser cette transhumance. Et de leur dire que non, vous ne devez pas venir faire nous, il faut garder votre place. J'ai lu un post sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui proposait pour les nouvelles élections qui viendront, que les élections législatives et provinciales se tiennent après la présidence pour qu'il n'y ait pas toutes ces tractations-là. Aujourd'hui, on sait déjà qui est le président, et après, qui est les élections législatives. Cela dirigerait déjà ou orienterait déjà certaines personnes pour voter tel ou tel, pour que le président de la République ait la majorité au sein de l'Assemblée nationale, et qu'il n'y ait pas toutes ces transactions, tous ces chercheurs d'informateurs et tout ça. Ça faciliterait la tâche, parce qu'aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi serait buté à un problème. Peut-être pas un problème, mais ça sera peut-être difficile pour lui de cohabiter avec un Premier ministre qui ne serait pas issu de sa plateforme politique. On a vu ça en France avec Mitterrand et Balladur à l'époque, Chirac et Mitterrand aussi. C'est pas facile de cohabiter avec un Premier ministre qui n'est pas issu de sa plateforme. Alors pour vous, cette proposition est-elle faisable? Non, pour vous, c'est vraiment... Je ne pense pas. J'ai une autre lecture, madame. Je pense que s'il faut que les gens fassent de la transhumance, il n'est pas nécessaire que l'on puisse organiser ces élections séparément. Je crois que nous avons nos réalités sociopolitiques et même économiques dont il faut toujours faire avec.
c'est-à-dire les 3 scrutins combinés, je crois que ça facilite aussi la tâche. Vous savez, nous sommes déjà un peu en retard d'organisation des élections, mais s'il faut trop les séparer dans un pays à des dimensions continentales, un pays continent comme la République démocratique du Congo, nous risquerons de continuer à faire les élections pendant 5 ans, et lorsqu'on organise les dernières élections, on constate que le président a déjà terminé son mandat. Je crois qu'il y a des choses, il faut aller vite. Il faut aller vite, mais c'est un problème de culture personnelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut organiser la présidentielle avant, et lorsqu'on revient avec les législatives nationales, peut-être avec les provinciales, si quelqu'un voudrait être avec le président élu, et pour demain qu'il puisse quitter, il peut le faire. Rappelez-vous que nous avons été au pouvoir pour les années dernières, mais ce n'est pas pour autant que les gens ne nous ont pas quittés. Les gens nous ont quittés malgré qu'on était au pouvoir. Donc si c'est la culture des personnes, même tout en étant au pouvoir, ils peuvent vous quitter. Mais il est vrai, c'est la question que vous posez, de la difficulté des cohabitations, de la gestion du pays avec un premier ministre qui n'est pas de votre obédience politique. Je crois que c'est une réalité. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais en train de déplorer ce qui était arrivé le 30 décembre 2018, de voir quelqu'un voter un opposant et finalement il rentre à d'autres niveaux, il vote quelqu'un de la majorité. Donc c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, réellement, le président Félix, bien qu'étant élu, il a une minorité à l'Assemblée nationale. Et avec ça, il ne peut pas traduire sa politique. Mais vous avez, mais il y a déjà cette coalition. Oui, il y a une coalition obligatoire entre le CACH et le FCC. Ça doit exister puisque nous sommes dans un système semi-présidentiel. Le Premier ministre, c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement. Ça veut dire aussi que le président de la République, tant qu'il n'a pas le contrôle de l'Assemblée nationale, et il peut être rejeté à tout moment. Nous allons aux assemblées provinciales. Est-ce que pour vous, ces assemblées sont vraiment utiles? Parce qu'il y a des gens qui se disent, pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs, il faut casquer, il faut vraiment casquer. Parce que ces candidats se plaignent, il y en a qui nous disent même, out of record, madame, il nous faut beaucoup d'argent, il faut payer à ces députés. Est-ce qu'on ne doit pas prochainement réfléchir, dire, on a vécu beaucoup d'années sans ces assemblées provinciales. Je suis contre, madame. Je ne peux pas accepter que l'on puisse créer l'architecture institutionnelle sur base des gens qui n'ont pas de valeur dans une société. On ne peut pas dire, puisqu'un député provincial a voulu se faire corrompre, qu'il faut dire qu'il ne faut pas des assemblées provinciales. Mais quel est le rôle? Il y a des gens qui disent que il y a des rôles. C'est ça la démocratie. Nous avons voulu organiser ce pays à 2 niveaux. Au niveau national et au niveau provincial. Vous savez que le pouvoir est à ces 2 niveaux sur base de notre constitution. C'est pour cela que les différentes provinces jouissent d'une autonomie de gestion et une autonomie administrative. Donc, nous ne pouvons pas laisser à ces provinces ne pas avoir des assemblées provinciales. Il faut les avoir. Mais le problème, c'est un problème de culture. Qu'est-ce qui vous dit que il n'y a que les députés provinciaux qui se font corrompre et pas les députés nationaux? Qu'est-ce qui vous dit que les députés nationaux eux-mêmes ne corrompent pas et il n'y a que les députés provinciaux? C'est un problème de culture à tout niveau, à tous les niveaux, madame. Et je pense que ce que vous dites, je l'entends aussi. Il semble que les candidats sénateurs se plaignent, même les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs se plaignent. Ils disent que les députés provinciaux sont trop exigeants. Mais je pense que l'exigence devait être au niveau du programme de chaque candidat. Du profil du critérium, même du programme de chaque candidat. Pour dire, nous sommes les députés provinciaux, nous sommes l'émanation de la population de la province, nous voulons que la province avance. Qu'est-ce que vous proposez comme programme pour faire développer notre province? À ce moment-là, on voterait utile. Mais si on commence à dire, donnez-moi, comme j'ai entendu, 50 000 $, 60 000 $, bon, on vous les donnera bien sûr, mais nos provinces seront comment? Dernière question qui votre opposition, la territoriale des originaux. Il y en a qui disent qu'on doit changer cette histoire, parce que cette histoire des territoriales des originaux est en train de renforcer le tribalisme en RDC. Votre avis avant de Madame, je suis toujours nationaliste. Je vais surprendre certains de vos téléspectateurs pour dire que si ça ne dépendait que de moi, je n'accepterais pas qu'un Moulouba soit nécessairement gouverneur chez lui au Kasaï oriental, au Kasaï occidental. Je n'accepterai pas qu'un Congo soit nécessairement gouverneur chez lui dans le Congo central. Nous sommes une nation et nous devons exister sincèrement comme une nation. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Mais si nous faisons semblant d'être une nation, alors qu'en réalité, nous sommes déjà divisés, je crois que nous sommes appelés à la disparition.
Je ne pense pas que quelqu'un comme Condé Villa-Kikanda, qui a dirigé un temps comme ça à l'est du pays, qui a été voté autrefois comme député national, que ça soit une mauvaise leçon. Je crois que c'est une leçon qu'il faut prendre. J'en connais aussi au Katanga, des gens qui ne sont pas originaires du Katanga, comme le professeur Takiza, là autrefois en 2006, qui avait été voté comme député national. Je crois qu'il faut changer ça. Il faut changer ça. C'est vrai qu'à un certain moment, on est revenu sur cette logique des députés et de quoi de la territoriale des originaires, mais nous nous rendons compte que c'était des originaires. Et nous nous rendons compte que cette territoriale a des limites aujourd'hui. Puisque vous voyez déjà la guerre qu'il y a entre les candidatures, ne fût-ce qu'au poste de gouverneur. Je ne sais pas si vous êtes dans les réseaux sociaux. Je vous connais très actif dans les réseaux sociaux. Je crois que vous le savez. Et vous êtes par exemple dans une province, mais pas simplement que les gens se cafouillent pour prendre la tête de la province comme originaire contre les non-originaires, mais déjà entre eux-mêmes. Et ils commencent à se demander, monsieur, votre grand-père n'était pas venu de tel coin, il était venu de l'autre coin, et votre mère est venue de l'autre coin, son grand-arrière-grand-père est venu. Mais est-ce que ça sert à quoi ça? Vous êtes né par exemple de Maïndombe, vous êtes de Maïndombe. Si votre grand-père était venu du Congo central, qu'est-ce que ça vous amène à quoi vous? Merci, je crois que ça c'est un esprit mesquin qu'il faut bannir et condamner, et un esprit rétrograde qui appartient généralement aux faibles. Mais les gens qui sont cultivés, qui sont forts, et qui pensent qu'ils peuvent agir sans tenir compte de leurs tribus, ne peuvent pas s'appuyer sur ça. Nous allons parler de l'apport de la diaspora. Hein. Vous avez entendu l'appel du président de la République. Revenez apporter votre contribution au développement de la République démocratique du Congo. Il a dit fini les exilés, ni politiques ni économiques. Il y a eu l'alternance tant voulue. Il y a eu des morts pour cette alternance. Dieu de nous ne me contredirait pas. Donc revenez et rebâtissons notre pays. La déclaration des jeunes du Grand Bandundu. L'avènement du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va apporter l'accomplissement de tous les espoirs que les Congolais et le monde a toujours attendu. C'est-à-dire un Congo debout qui se développe, et nous désirons que ce développement soit vraiment rapide, à une vitesse supersonique. Parce que le Congo renferme tout ce que l'humanité peut s'attendre étant au pouvoir. Comme lui-même c'est un produit de la diaspora, il connaît et comprend bien comment le monde de diaspora, ou bien parce que la plupart des diasporas, nous voyons beaucoup plus ceux qui sont dans le monde occidental, sans oublier dans le reste des coins du monde. Mais lui aussi était dans le monde occidental. Il a vu comment les Occidentaux se sont développés, le mode de vie qu'ils ont, comment ils ont construit leur pays. La diaspora est toujours attachée à la patrie et la diaspora comptait beaucoup sur le changement. Alors, la diaspora est venue premièrement sous plusieurs groupuscules et il y a aussi des individus et des personnels. Quelques amis avec qui j'ai parlé, ils avaient dit que non, ils sont venus d'abord pour vivre l'avènement, la joie là, l'ambiance, et voyez l'engouement de la diaspora lors de la prestation des serments. Mais parmi eux, il y a des membres de diaspora qui sont venus pour offrir, pour apporter au Congo ce qu'ils ont. Premièrement, le bagage intellectuel, les fonds comme pour les investissements, parce que beaucoup sont animés d'un esprit d'entrepreneuriat. Les liens, les contacts avec des amis et certains investisseurs feront que les Congolais de diaspora, je peux dire, sont au centre d'apporter des capitaux qui doivent venir de l'extérieur pour pouvoir développer notre pays. Nous, jeunes ressortissants de l'espace Grand Bandundu, rendons nos hommages le plus déférent à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son élection à la magistrature suprême et l'assurons de notre soutien sans équivoque. Soutenons et exhortons nos leaders, Laurent Batumona et Jean Baudouin Mayo, qui ont eu la clairvoyance de soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant et pendant la campagne électorale,
en dépit des pesanteurs et contraintes ethnico-tribales, et leur demandons de poursuivre leur engagement auprès du chef de l'État avec loyauté et probité morale pour l'intérêt supérieur de la nation. Invitons par ailleurs les leaders d'opinion de notre espace à s'abstenir de tout discours d'incitation à la haine tribale et ethnique pour ne promouvoir que les valeurs du vécu ensemble qui constituent le socle de notre nation. Apportons notre soutien total à notre leader, l'honorable Laurent Batumona Kandi, comme candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa, au vu de son intégrité morale, ses valeurs intellectuelles indéniables et son expérience avérée dans la gestion de la res publica. Profitons de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour l'élévation de l'un des dignes fils du grand Bandundu, le professeur Eberan Kolongele, en qualité de directeur de cabinet adjoint, à qui nous souhaitons plein succès dans l'exercice de cette fonction. Dieudonné Mounzi, le retour des Congolais de l'étranger, de la diaspora. Mais une certaine opinion nous dit la qualité de cette diaspora. On doit aussi se poser la question. Est-ce que quelqu'un qui habite en France serait-il mieux outillé que vous, Dieudonné Mounzi, qui êtes ici en République démocratique du Congo? Est-ce que cette diaspora-là est-elle aussi outillée pour venir aider au développement de la RDC? Puisque nous voyons la diaspora malienne, la diaspora, les autres diasporas contribuer vraiment pratiquement à l'émergence de leur pays. Mais la diaspora congolaise, on la sent divisée, il y a beaucoup de guéguerres dans la diaspora congolaise. Est-ce que c'est vraiment un atout pour le développement de la RDC? Madame, d'abord, je crois qu'il faut préciser une fausse vision que j'entends généralement. C'est que les gens pensent que quand on est resté au pays, on est moins valeureux que ceux qui sont sortis. Non, je ne pense pas que ce soit la logique. Comme aussi, vice-versa, on ne peut pas penser que ceux qui sont sortis sont moins valeureux que ceux qui sont restés. Je crois que nous sommes tous Congolais. Et il y a parmi nous, oui, complémentaires, parmi nous, il y a des femmes valeureuses et des hommes valeureux. Et on peut être en dehors du pays ou à l'intérieur du pays. Mais il est vrai que la situation socio-économique du pays n'a pas permis à ce que les gens puissent s'épanouir convenablement par rapport à ceux qui sont sortis du pays depuis un temps. D'ailleurs, ce qui fait que ceux qui sont dans la diaspora sont beaucoup plus à l'aise socialement, s'il faut dire ça comme ça, et même économiquement, par rapport à ceux qui sont restés. Mais ça ne fait pas d'eux de super Congolais par rapport aux Congolais qui sont restés. Et c'est que moi, je ne veux pas. Je suis d'accord que les frères et sœurs qui sont en dehors puissent amener le peu d'expertise qu'ils ont pour permettre à ce que nous puissions développer le pays ensemble. Mais je suis contre cette logique de faire un peu comme du chantage. C'est-à-dire les gens qui viennent du dehors pensent que ceux qui sont à l'intérieur, c'est eux qui ont mis à genoux le pays et que s'il faut le relever, ça ne peut être qu'avec nous. Et à un certain moment, ça fait un peu comme une démarche de vouloir commander les postes. Je crois que ça, ce n'est pas normal. On a d'ailleurs vu la lettre de l'UDPS qui demandait à ceux de payer leurs propres hôtels. Vous voyez, par exemple, j'ai entendu ça, j'ai même vu la lettre. Je crois que ça ne fait pas bien, ce n'est pas propre pour nos frères qui sont en dehors du pays. Il ne faut pas que ça soit une démarche comme une démarche de vouloir commander les postes. Non, on peut contribuer au développement de ce pays à tous les niveaux. Même dans les business, même dans les affaires, en créant du boulot, des emplois. On ne peut pas nécessairement prétendre être dans un gouvernement, être à la tête d'une entreprise et prétendre que ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on peut faire développer le pays ou qu'on peut contribuer au développement de la République. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux où on peut opérer pour permettre à ce que nous puissions contribuer à cet édifice. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord d'apprendre ce que j'apprends généralement. Je crois que nous sommes tous des Congolais, nous sommes tous valeureux. Nous avons terminé par cette question. Un internaute m'a dit de vous poser cette question quand vous êtes du FCC, Dieudonné Mounzi. Encore une autre question de voilà, vraiment. Toujours à moi, Dieudonné Mounzi. Oui, exactement, parce que je vous reçois. On a dit que les élections étaient votre sanction. On a sanctionné beaucoup de... Le Parlement, vous avez vu, hein, il y a eu à peine 80 députés qui sont revenus, hein, les anciens députés. On les a aussi sanctionnés. Il y a eu vraiment un renouvellement dans l'espace parlementaire. Mais il y a une crainte, les gens se disent que ces gens-là risquent de contourner cela, de revenir
comme ministre, de revenir comme mandataire, de revenir comme gouverneur. Et les gens se disent, ce sont les mêmes personnes qu'on a sanctionnées qui reviennent. Est-ce que ce n'est pas une forme de continuité de cet échec? Parce que vous avez échoué, on a vu, on les a sanctionnés parce que vous avez échoué en tant que tel, mais vous contournez cela, vous devenez ministre, vous devenez gouverneur, ce sont les mêmes têtes, les mêmes personnes qui reviennent. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de tricherie? Non, madame, je vais d'abord vous dire quelque chose que je ne sens pas tellement cette sanction dans le sens que vous voulez dire. Puisque je l'ai dit tout à l'heure ici, on peut sanctionner la personne, mais pas sanctionner la famille politique. Qui a été sanctionné? Je crois que ce sont des personnes qui ont été sanctionnées, puisque la famille politique est revenue toujours. La majorité parlementaire, la majorité présidentielle est toujours là, la MP, le FCC est toujours là comme majorité au sein de l'Assemblée nationale, comme au niveau des assemblées provinciales. Je crois qu'on a sanctionné les individus. Mais prétendre que les mêmes personnes qu'on a sanctionnées sur le plan de l'élection, ils risquent de revenir à d'autres postes pour contourner. Non, mais madame, j'ai une autre lecture, s'il vous plaît, madame. J'ai une autre lecture. Vérifiez, par exemple, aux prochaines élections des gouverneurs. Qui sont candidats gouverneurs? Ce sont les mêmes députés nationaux. Ce sont les mêmes députés provinciaux qui ont été élus le 30 décembre 2018. Vérifiez dans les statistiques. Moi, j'ai les statistiques avec moi. Ce ne sont pas ces gens qui ont été sanctionnés qui reviennent. Nombreux, ce sont les députés nationaux qui ont été élus ici, mais qui veulent aller être gouverneurs dans une province ou vice-gouverneurs. Ce sont les députés provinciaux élus dans la province qui veulent être à la tête de l'exécutif provincial comme gouverneur ou comme vice-gouverneur. En tout cas, en termes de pourcentage et des statistiques, je tourne déjà autour de 85%, si pas 90% de ces gens qui se présentent comme ça. Mais je pense aussi, s'il vous plaît, madame, que le fait que quelqu'un a échoué à une élection ne fait pas de lui quand même un moins congolais. Vous n'allez pas me dire que le fait que quelqu'un n'a pas été élu, c'est-à-dire qu'il est mauvais sur toute la ligne. Puisqu'en principe, la démocratie fonctionne comment? C'est-à-dire la démocratie permet à ceux qui sont populaires d'être élus. Mais la popularité n'est pas nécessairement la qualité. Exactement. Vous pouvez être populaire, mais moins bon, avec une mauvaise qualité. Tout ça, ça s'apprend avec le temps. On disait le musicien que tu peux être populaire même dans le mal. Mais cette popularité dans le mal peut vous permettre d'être élu même député national ou député provincial. Mais ça ne fait pas de vous un super homme par rapport à celui qui n'a pas été élu. Puisque généralement, ce qui arrive, madame, et je peux aussi vous surprendre, c'est que... Oui, je vais terminer. C'est-à-dire, c'est généralement les gens rigoureux. Les gens qui fonctionnent sur base des principes, les gens qui sont dans des logiques qui n'ont généralement pas besoin, qui n'ont pas généralement besoin, mais qui n'ont pas de chance d'avoir l'affection de Congolais, puisque comme vous le savez, dans nos sociétés, il y a eu aussi des privations de mœurs, et les valeurs ont été renversées. Ce qui fait que, généralement, c'est comme vous avez parlé des élections de sénateurs. Vous verrez que ce sont ceux qui vont s'atteler à cette corruption qui seront élus sénateurs ou gouverneurs, vice-gouverneurs. Et ceux qui diront non, moi c'est mon programme, moi c'est ceci, c'est cela, peut-être qu'il n'aura pas la chance d'être élu. Donc c'est aussi ça les réalités sociologiques de notre pays. Merci Dieudonné Mwenze, communicateur merci en tout cas, porte-parole de Ramazani Chadari, question de curiosité. Oui, mon candidat, je continue encore. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mon candidat est encore là, il est bien portant, il est serein. Et comme je vous ai dit, un candidat qui était pratiquement plein, qui portait l'espoir pour les Congolais. Je ne peux pas dire que je peux avoir un autre langage, comme je l'ai entendu des autres personnes, puisque Chadar n'est pas passé, il change. Non, moi je reste avec mon candidat, je reste fidèle à mon candidat Chadari, mais je respecte l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc mon candidat est là, il est serein, il pense que c'est une partie de la bataille qui a été perdue, mais il est là, il opère politiquement, et il est toujours notre secrétaire permanent du PPRD, et avec beaucoup d'ambition pour l'avenir de ce pays. Merci Dieudonné Mwenze d'être passé à la barre, merci à tous. Mais il devait être deuxième à cette élection-là, je l'ai toujours dit. C'est un autre débat. Ça vous engage que vous, on va encore me traiter de tous les noms, ça n'engage que vous. Merci à Dieudonné Mwenze, communicateur du FCC, d'être passé à la barre. Merci à Gilles Djibambe. Merci à Frédéric Kipimo et à Joël Cadet qui est là, Impact News. Merci à toi pour ton soutien, cher frère, qui est mon frère de notre mère. J'ai fait également coucou à Joël Cadet. Un Louba qui m'apprécie. Merci beaucoup. Ici chez nous, il n'y a pas de tribalisme. Merci à mon frère Louba, Joël Cadet. Et on se retrouve, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, le dimanche prochain, Inch'Allah.